Et régulation. La majeure partie de ce meet-up va être consacrée à ces sujets qui sont assez importants, surtout en ce moment où de nombreuses décisions commencent à être prises. Donc il est plus que nécessaire de se tenir au courant un petit peu des évolutions sur ce sujet. Et après, eh bien, on aura une petite présentation de GoodChain, le Google de la blockchain, par Antoine, qui viendra clôturer ce meet-up. Et je laisse la main donc à Jean-Michel qui a préparé un petit peu tout ce meet-up et qui va introduire directement le vif du sujet. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. Alors, si tu veux avancer, c'est bon. Alors déjà, bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Michel. On présentera les participants un petit peu plus tard, pardon. La genèse de ce meet-up, en fait, vient d'un échange qu'on a eu cet été avec Eric et avec d'autres personnes présentes dans la salle, par rapport à des créations de structures dans le Bitcoin, pour lesquelles la problématique de réglementation est centrale, à la fois en termes de localisation de l'entreprise, c'est-à-dire concrètement, est-ce que quand on fait certains types d'entreprises en lien avec le Bitcoin, est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il faut les créer en France ou est-ce qu'il faut les faire ailleurs? Et on s'est rendu compte très vite en fait qu'il y avait assez peu de gens qui étaient experts en la matière, même au sein des plus grands cabinets d'avocats de la place de Paris. Et donc la petite graine, on va dire, de la genèse de ce meet-up est venue de ce moment-là. Ensuite, on a eu la chance, pour des raisons diverses et variées, de rencontrer plusieurs experts, et notamment à Paris. Il y en a deux avec nous ce soir, des experts juridiques et réglementaires du sujet. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de faire profiter un petit peu à tout le monde de ce que nous, de ce par quoi nous sommes passés, pour éventuellement vous permettre à différents niveaux d'en profiter, et puis de distribuer la bonne parole à d'autres personnes auprès de vous, et puis voilà, de marquer un petit peu le coup d'un point de vue réglementation. Alors, pourquoi est-ce que la réglementation au sens large, on va prendre la terminologie regulation en anglais, mais la réglementation c'est très large, hein, ça emploie à la fois tout ce qui est juridique, tout ce qui est réglementaire, même ce qui est fiscal si on fait un petit peu une digression. Pourquoi est-ce que la régulation est très importante pour le Bitcoin? On a quelques exemples, alors vous êtes plus familiers que moi de tout ce qui se passe actuellement dans ce secteur-là peut-être, mais on a tous entendu parler depuis à peu près 1 an et demi du fonds d'ETF des frères Winklevoss, qui est bloqué depuis 1 an et demi par la SEC. Pourquoi? Parce que tout simplement, la SEC n'est pas confortable avec un certain nombre de points réglementaires sur cet ETF. Et donc, ce qui était au début une très bonne idée, est toujours une très bonne idée, mais a énormément de mal à être exécuté. Donc on voit que le risque réglementaire est un risque primordial dans tout projet Bitcoin, même aux États-Unis, pourtant qui est un pays par essence extrêmement pro-entrepreneur. On verra les autres points si vous le souhaitez un peu plus tard. Les thématiques qu'on va essayer d'aborder ce soir avec les différents intervenants. Donc, une intro générale un petit peu sur qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Alors ça, vous l'avez tous déjà entendu, mais on pourra rapidement faire un point d'étape là-dessus. Ensuite, les 3 acronymes qu'on rencontre le plus souvent dans tout ce qui est Bitcoin, donc c'est KYC, AML et CTF. Donc on verra ensemble et Valentine nous fera une présentation dédiée sur le sujet. On verra si on a le temps ensuite de faire une petite table ronde, enfin un petit échange avec les différents participants sur les risques liés au statut réglementaire du Bitcoin et en quoi ça peut influer effectivement sur même la vision de l'investisseur, la vision du régulateur, la vision de l'entrepreneur. Et si on a le temps, en dehors des Q&A qu'on pourra avoir avec la salle, il y aura sans doute des petits sujets éventuellement sur la fiscalité, éventuellement quelles sont les juridictions qui sont plus favorables à l'incorporation de structures dans le Bitcoin. Alors, au niveau des intervenants, comme c'était indiqué sur le groupe Meetup, on devait accueillir ce soir Christine Duhem, qui est une avocate en fait canadienne, qui est assez réputée en Amérique du Nord. C'est une des spécialistes en Amérique du Nord de toutes les problématiques d'AML et de contre-financement du terrorisme. Malheureusement, Christine nous a prévenu ce matin à la dernière minute, elle est retenue à Londres, elle avait un closing sur une opération, donc elle ne peut pas être parmi nous, elle s'excuse fortement.
Donc désolé pour ça. Et en fait, on a la chance d'accueillir Valentine, qui en fait la remplace au pied levé. Donc Valentine se présentera tout à l'heure, puis je la présenterai un petit peu plus. On aura Philippe, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est le président de l'association France, Bitcoin France. Hubert de Vauplane, qui est là également, et qui est donc un avocat associé au sein de Kramer-Levin, qui est un des cabinets d'avocats parisiens les plus avancés, et dans la fintech au sens large, et avec une très très bonne connaissance sur les problématiques de Bitcoin. Bon, Eric, que vous connaissez bien évidemment, qui est notre hôte ce soir, et donc moi, je suis le remplaçant, mais également un peu à la genèse du projet. Donc, je vais... Donc Christine, malheureusement, n'est pas là. De cette présentation, on pourra éventuellement la mettre si tu le souhaites sur la diffuser. Donc Valentine, qui travaille chez Kramer-Levin, avocate, expert en droit bancaire et financier, qui effectivement a une expertise spécifique en conformité. Ce qu'on appelle conformité, c'est tout ce qui est vérification des clients, des intervenants sur une problématique particulière quand on onboard des clients, entre guillemets, dans le secteur bancaire, mais ça, je laisserai développer cette partie-là. Donc Philippe, que vous connaissez, qui est très impliqué dans le Bitcoin et qui est par ailleurs un entrepreneur, un investisseur très, très connu à Paris. Donc Hubert, qui est associé chez Kramer-Levin également, qui a travaillé pendant très longtemps dans le secteur bancaire, si je ne me trompe pas. Et qui également effectivement a des connexions très fortes avec le régulateur français, donc l'AMF, et au niveau de la Commission européenne en tant qu'expert. Donc ça c'est très, très utile pour avoir une compréhension globale. Eric, qui a créé la maison du Bitcoin et qui est maintenant CEO de Ledger. Et donc ça, c'est moi, donc cadre financier. J'ai un parcours d'une quinzaine d'années dans le secteur financier, un niveau réglementaire, investissement et un financement d'entreprise, pour faire simple. Et j'ai aussi des missions dehors de ça qui m'amènent à accompagner quelques entreprises dans la fintech à Paris et surtout à Londres. Donc ça c'est le disclaimer, hein, c'est le... Quand on est dans la réglementation, on est habitué à toujours commencer par ça. Donc toutes les informations qui vont être présentées ce soir n'engagent pas les personnes qui les présentent. C'est des reprises, il n'y a pas de copyright, c'est des reprises en général d'éléments qui figurent dans d'autres présentations, dans d'autres documents. Alors, on commence par le sujet un petit peu tarte à la crème. Mais quel est le statut du Bitcoin? Donc je me suis permis de reprendre en fait une citation de Hubert, que j'aime beaucoup, qui est le Bitcoin, c'est ovni juridique et fiscal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans un des articles que vous aviez écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le statut du Bitcoin est extrêmement flottant, dans le sens où il y a des positions extrêmement arrêtées par rapport à ce qu'il n'est pas. Donc on sait que c'est pas, enfin, en tout cas on sait, les différents régulateurs estiment que ce n'est pas une monnaie légale parce que ça ne correspond pas, il y a pas c'est pas créé par un État, donc ça peut pas avoir le statut de monnaie légale. La monnaie électronique, ce que tout le monde pense naturellement que le Bitcoin est, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que ce n'est pas une monnaie électronique. Pourquoi? Parce que ça échappe, en tout cas pour l'instant, et vous pourrez me contredire Hubert ou Valentine si je me trompe là-dessus, que toutes les directives européennes dédiées à la monnaie électronique ne font pas mention du Bitcoin. Un moyen de paiement, pour la plupart d'entre nous, ça l'est, mais d'un point de vue statut réglementaire, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, ce n'est pas couvert par une directive européenne, la directive SEPA. Bon, en même temps, la directive SEPA, qui date de 2007, elle était antérieure à la création du Bitcoin. Donc ça explique peut-être cela, on verra s'il y aura des versions postérieures qui y feront mention. Un instrument financier au sens du code monétaire et financier, donc comme une action, une obligation, un titre de créance, a priori non plus. Pourquoi? Parce que dans les conditions techniques, on va dire, pour qualifier un instrument financier, il faut qu'il soit compensable par une chambre de compensation. Et par définition, vu que la chambre de compensation n'existe pas pour le Bitcoin, c'est un des points qui pourrait justifier ça, mais encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si les éléments qui figurent ici ne sont pas tout à fait exacts. Alors, on a vu ce que c'était pas. Qu'est-ce que ça peut être? Alors un protocole technique, oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Une unité d'échange, oui.
entre des commerçants et des clients, entre des personnes entre elles. Une valeur juridique d'échange, a priori oui. En fonction des pays, on a eu des positions, notamment le US Department of Justice, en novembre 2013, qui a émis une position, je crois, officielle là-dessus, mettant en valeur le fait que c'était une valeur juridique, enfin que ça avait une valeur juridique d'échange. Un actif, bien évidemment, mais ensuite, est-ce qu'on parle d'actifs dématérialisés ou immatériels? Alors là, on va rentrer dans les subtilités que je laisserai peut-être Valentine ou Hubert aborder un peu plus tard. Une marchandise, oui, dans le sens un peu anglo-saxon du terme, c'est un commodity. D'ailleurs, le Japon a officiellement, il y a quelques mois, statué sur ce statut justement de marchandise. Et marchandise immatérielle parce que, et non pas dématérialisée, parce qu'il y a une subtilité juridique qui fait qu'il y a deux éléments au sein de cette marchandise dite immatérielle. Il y a un élément, une chose incorporelle, qui est la contre-valeur permanente en fait du Bitcoin, et le corpus qui donne une matérialité à quelque chose qui n'est pas matériel. Je suis désolé un petit peu quasiment de la philosophie là, mais c'est comme ça que d'un point de vue réglementaire et enfin, juridique on peut considérer la chose. Alors, les questions en suspens. Pourquoi est-ce qu'il faut définir le statut de Bitcoin? Alors, ça part d'une bonne intention, c'est que pour mieux le réguler, ça permettra d'en faciliter l'utilisation. C'est en tout cas, encore une fois, la position qui a été peut-être assez mal interprétée par le New York State Department of Justice de mars 2014, qui, en essayant de le réguler, beaucoup de gens, enfin beaucoup d'intervenants du Bitcoin, la scène Bitcoin américaine, ont estimé que c'était quelque chose d'assez négatif pour le développement du Bitcoin à New York. Il peut y avoir une position qui est différente, de se dire voilà, ils vont réussir peut-être en formalisant les choses, de permettre son développement de façon plus forte à New York que dans d'autres États américains. Un point que je touche très rapidement, on ne voit pas le petit point, donc sur le 2, la fiscalité en France, le petit point noir qui est entre parenthèses à côté de terrain glissant et incertain, normalement c'était une bombe à retardement. Pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait c'est effectivement, comme c'est indiqué, c'est extrêmement flottant. On n'a absolument aucune position formelle, en tout cas à ma connaissance, sur le traitement fiscal du Bitcoin, à la fois au niveau de la TVA, et à la fois au niveau de la considération des plus-values pour ceux qui en font lors de la revente de Bitcoin. Il y a plein de situations différentes diverses et variées, des rescrits, ce qu'on appelle dans le vocable fiscal, de personnes qui ont pris les devants en allant voir l'autorité fiscale pour chercher à être clean vis-à-vis du Trésor, et bon, il y a eu différentes positions qui ont été rendues, c'est pas complètement arrêté pour l'instant. Je pense que les régulateurs sur ce point-là et les législateurs en tout cas avancent avec un petit peu de retard par rapport aux intervenants. Voilà, donc ça c'est tout petit, donc vous pouvez rien voir, je suis désolé, c'est voir un peu la position qu'ont les autres pays vis-à-vis du Bitcoin. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec d'autres intervenants, c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux pays qui pour l'instant sont les plus, comment dirais-je, au niveau réglementaire, qui sont les plus durs à l'égard du Bitcoin, c'est peut-être la Chine et les États-Unis d'Amérique. Peut-être pour des raisons de risque, en tout cas que ces États voient par rapport à la force du Bitcoin qu'il pourrait représenter en termes d'alternatives potentielles à une monnaie, qui est une monnaie qui dans ces pays-là a un rôle très important et qui peut être vu comme un risque de leur part. Donc voilà. Et ça, encore une fois, la présentation, comme l'a dit Eric, sera distribuée par la suite, donc vous pourrez le voir un peu plus. C'est une revue qui a été faite pour le Parlement européen, je crois, il y a quelques mois. Voilà, donc je vais laisser la parole à Valentine, ou à Hubert, comme vous préférez. Je vais d'abord, merci Jean-Michel, compléter, le cas échéant. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas besoin, comme ça je laisserai Valentine sur les aspects, elle maîtrise mieux que moi sur les acronymes. Bonsoir à tous, d'abord. On est avec Valentine avocat dans le même cabinet. On a une petite particularité, c'est qu'on n'a pas été avocat toute notre vie, on a fait d'autres choses. Moi j'ai été trader avant, j'ai travaillé dans la banque. Donc voilà, donc on vient un petit peu du monde de la finance et pas uniquement du monde du droit. La question de la régulation, et Jean-Michel le disait, c'est important parce qu'à un moment on se dit, est-ce que ce que je fais, j'ai le droit de le faire? Parce que c'est toujours quelque chose qu'on doit quand même se poser, et c'est pas qu'en France. Hein. Parce que la question de poser, c'est quoi le Bitcoin? Et en vérité, il y aurait deux questions. C'est quoi le Bitcoin? Et quel service j'offre avec le Bitcoin?
C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi sa nature juridique? Alors on a dit, grosso modo, on ne sait pas. Voilà. Et c'est tant mieux, parce que il n'est peut-être pas important à ce stade de figer une définition du Bitcoin. Et si on a besoin d'une définition juridique du Bitcoin, c'est pour les aspects fiscaux, et de toute façon la fiscalité fera ce qu'elle voudra quand les gouvernements auront décidé comment traiter fiscalement le Bitcoin. Donc est-ce que de savoir si le Bitcoin c'est juridiquement comme ci ou comme ça, c'est pas tellement le sujet. Par contre, est-ce que vos activités, quelles qu'elles soient, distributeurs de Bitcoin, place d'échange de Bitcoin, producteurs de machines qui servent à faire bon. Est-ce que vos activités, elles, sont régulées ou se trouvent sous une régulation? Par exemple, est-ce que le fait d'échanger de l'euro contre des bitcoins, est-ce que je rentre dans une activité régulée? Le fait de faire du trading de bitcoin et de le proposer à des investisseurs en forme de gestion, est-ce que c'est une activité régulée? Voilà, ça c'est les questions que vous devez vous poser, pas tellement sur la nature du bitcoin, mais vos activités. Et ça dépend par définition de vos activités. Et là-dessus, la France n'est pas tellement différente du reste de l'Europe parce que la plupart des réglementations sur les activités sont des réglementations européennes. Et les deux qui nous intéressent ici, c'est la réglementation bancaire d'un côté et la réglementation marché, gestion de l'autre côté. La réglementation marché-gestion, c'est assez simple. Si, d'une manière ou d'une autre, vous gérez un portefeuille de Bitcoin, il va falloir se poser une question. Est-ce que vous avez un fonds d'investissement, quelque part, qui est régulé? Est-ce que vous le faites pour le compte de tiers? Est-ce que vous le faites pour compte propre? Est-ce que tout ceci nécessite un agrément? Oui, non, sous quelle forme? Toutes ces questions seront posées à Paris, à Londres, à Luxembourg, où vous voulez. Donc, ce n'est pas une question franco-française. La manière d'y répondre devrait être théoriquement la même. Comme le disait Jean-Michel, comme il n'y a pas de régulation sur le Bitcoin, en vérité, la réponse n'est pas souvent la même. Donc, une première série de questions autour du service de trading, j'allais dire. Une deuxième série de questions autour du paiement. Comme l'a dit Jean-Michel, finalement, on se sert de Bitcoin comme paiement. C'est écrit partout. On peut payer, sauf en face, son café en Bitcoin. Mais quand je paye en Bitcoin, est-ce que c'est une activité régulée? Voilà la question qu'il faut se poser à un moment. Si je décide, par exemple, de aussi payer mes salariés en Bitcoin, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je décide de faire un contrat dont j'écris finalement que la prestation de service sera payée en Bitcoin? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Voilà, donc c'est l'activité auquel il faut réfléchir. Or, là-dessus, effectivement, on a des directives européennes, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui ne traitent pas aujourd'hui du Bitcoin, pas plus que des monnaies alternatives, mais qui sont rédigées de telle manière qu'il y a une tendance naturelle des régulateurs français et ailleurs de dire « oulala, tout ceci pourrait s'assimiler non pas à un moyen de paiement, mais à un service de paiement. » Subtilité des juristes, hein, attention. Non pas un moyen de paiement, mais un service de paiement. Autrement dit, pour faire court, quand j'échange mes euros contre Bitcoin, est-ce que c'est juridiquement un service de paiement? Non, il n'y a pas de réponse à cette question. Ni ici, ni ailleurs. Il n'y a pas de réponse à cette question. Alors, comme il n'y a pas de réponse à cette question, vous avez deux possibilités. Soit vous ignorez la question et vous continuez d'avancer dans votre service que vous offrez. Peut-être, pour la plupart d'entre vous, une chose à faire. Soit, pour X raison, vous prenez les devants et vous allez interroger, non pas un avocat qui vous dira « je ne sais pas », mais un régulateur qui vous dira d'ailleurs « je ne sais pas, mais c'est très bien d'être venu me voir et du coup, je vais regarder ce que vous faites ». Donc, autrement dit, est-ce que vous voulez être sous les radars ou pas sous les radars vis-à-vis des régulateurs, quels qu'ils soient, bancaires, boursiers ou autres, etc. Il n'y a pas de réponse à cette question, ça dépend de votre business model, ça dépend de là où vous en êtes dans son développement, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, ça dépend si vous faites du marketing, de la pub sur les réseaux suffisamment ou autres, est-ce que vous êtes visible? Ça c'est juste une chose, c'est que les régulateurs, le mot Bitcoin, sur Twitter ou autre, ils regardent. Donc, ils regardent quelles sont les entreprises, en France ou ailleurs, qui sont actives sur Bitcoin. Et à partir d'un moment, s'il voit qu'il y a trop de volume ou trop d'activité autour, il est probable qu'il s'intéressera plus ou moins proche de ce que vous faites. Mais encore une fois, on n'est pas dans... Ça serait trop simple pour moi de dire c'est autorisé ou c'est interdit. Et le paradoxe, c'est que je vous dis c'est pas interdit, et je ne peux pas vous dire c'est autorisé. Alors vous allez me dire, vous êtes typiquement avocat. Oui, mais après ça dépend de chacune de vos activités
et de manière très pratique de ce que vous effectuez comme service. Donc c'est important, c'est pas interdit. Beaucoup de gens pensent que c'est interdit, on peut pas faire... Non, c'est pas interdit. Il n'y a pas écrit quelque part, sauf si vous voulez se servir du Bitcoin comme une monnaie légale, ça c'est interdit. Parce qu'il n'y a que l'euro qui est une monnaie légale en France. Le reste, c'est pas interdit. Est-ce que c'est autorisé? Alors, derrière, c'est quoi le risque, entre guillemets? C'est de voir, non pas un juge, sauf s'il y a une escroquerie à la clé, bien évidemment, hein, comme on l'a pu voir ailleurs. Donc, non pas un juge, mais de voir un régulateur venir vous voir, comme je vous disais, en disant, venez donc m'expliquer ce que vous faites. En général, il vous dire, ce que vous faites, c'est pas bien. Il y a une grande chance. Donc, voilà le risque, mais qui est un risque gérable. Ça, c'est notre business à nous de le faire, parce qu'on connaît bien ces gens-là, comme on vous le dira avec Valentine. C'est notre business, on en vient, et c'était, enfin, comme vous l'avez vu, moi, je travaille avec eux depuis des années. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les aspects juridiques en complément. Et pourquoi? Parce que, pour ce que va vous dire Valentine maintenant, c'est important. C'est-à-dire que, selon que le service que vous allez offrir sera ou non qualifiable, soit de gestion, soit de service de paiement, les diligences, comme on dit, que vous devrez effectuer au niveau lutte contre le blanchiment, etc., ne seront pas les mêmes. Et c'est bien souvent comme ça que vous allez être rattrapé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour quelqu'un qui va vous dire ce que vous faites est interdit. Il y a quelqu'un qui va vous dire, Tracfin ou qui vous voulez, au fait, est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait les bonnes diligences pour vérifier ce que va vous dire Valentine? Donc ça va commencer par des choses très très pratiques. Pas du tout la nature juridique ou philosophique du Bitcoin. C'est-à-dire que tout le monde s'en fiche. À ce stade-là. D'accord? Donc voyez bien cette différence. La nature juridique du Bitcoin, c'est très intéressant pour nos juristes. J'ai écrit des longs articles dessus, vous pouvez le lire. Ça intéresse que les juristes, hein, potentiellement les fiscalistes, mais de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront derrière. Le gouvernement le traitera comme il le voudra. Les gouvernements le traiteront comme ils le voudront. La question qui vous intéresse, c'est quoi mon activité? Et est-ce que mon activité tombe, j'en ai cité deux, mais il y en a d'autres, hein, dans une des activités réglementées? Valentine. Merci beaucoup, Hubert. Je vais juste avancer un petit peu. Alors oui, donc ces trois... merci beaucoup déjà de nous recevoir. Comme l'a dit Hubert, avant de rejoindre Cramer Levin, j'étais donc responsable de la conformité d'une banque américaine en Suisse. Donc autant vous dire que les mots AML, CTF et KYC, c'est des mots que je prononçais très très souvent. Et très très souvent, donc mon banquier venait me voir et donc avait réussi à convaincre un client. Et moi j'étais la personne qui disait, oh là là, attends, on va d'abord remplir 80 pages, et après on verra si c'est notre client. Donc on va essayer de simplifier tout ça et de ne pas être trop là-dedans. Donc en effet, là je vais vous parler uniquement de réglementation française, mais ça serait à peu près la même chose si on était au Luxembourg, ou ça serait à peu près la même chose si on était en Angleterre. Quand on est dans une activité, quand on est un intermédiaire qui est assujetti, on pense naturellement aux banques, mais il y a de plus en plus d'intermédiaires qui sont assujettis. Récemment, par exemple, les plateformes de crowdfunding sont assujetties à des obligations AML, CTF ou KYC. Ça entraîne un certain nombre d'obligations. Donc AML, c'est tout simplement le blanchiment d'argent. Donc c'est faire rentrer des fonds qui ne sont pas forcément des fonds qui viennent d'activités légitimes dans le système et de permettre, donc, en les blanchissant, de faire en sorte que cet argent devienne utilisable dans le système classique. Pour le financement du terrorisme, je pense que ça parle de lui-même. Et KYC, c'est quoi? Donc c'est justement cet instrument, donc Know Your Client, qui vous permet de connaître votre client, connaître son activité, connaître son origine des fonds, qui va faire en sorte que vous, en tant qu'intermédiaire, vous vous sentiez confortable avec les fonds que vous allez faire entrer dans le système. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question ici à la maison du Bitcoin? Attendez. C'est qu'on a quand même une position de la CPR qui est relative aux opérations sur Bitcoin en France, qui en tout cas qui a le mérite, après comme disait Hubert, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas elle a réellement le mérite d'être claire, qui dit que si vous faites l'activité tout simplement d'intermédiation, donc que vous recevez des fonds de l'acheteur de Bitcoin pour les transférer au vendeur de Bitcoin, c'est de la fourniture de services de paiement. Donc là maintenant on est quand même vraiment assez clair sur le sujet, et que quand vous exercez cette activité à titre habituel en France, il faut que vous ayez un agrément de prestataire de services de paiement. Donc, qui peut être prestataire de services de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement. Dans les établissements de paiement, vous avez deux types d'établissements de paiement. L'établissement de paiement, on va dire full service, qui est un agrément très large. Et vous avez l'établissement de paiement, pour reprendre exactement les mots de la CPR lors de sa conférence la semaine dernière, jeune pousse. Donc, qui est un agrément plus allégé, mais qui vous permet néanmoins de réaliser des services de paiement.
Et donc, que vous soyez un établissement jeune pousse ou que vous soyez un établissement de paiement full service, qu'est-ce que vous dit la CPR? Il faut que vous ayez des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme qui sont adaptées à votre activité et aux risques encourus. Donc là, on est dans un cadre relativement clair à ce sujet. Donc on va rapidement regarder vraiment quels sont les points d'intention d'un dispositif blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Tout part de la même chose, c'est ce fameux KYC, c'est qu'il faut que vous identifiez votre client. C'est qu'il faut connaître votre client avant d'entrer en relation d'affaires avec lui. C'est-à-dire avant d'accepter de l'argent pour les convertir en Bitcoin, et que vous sachiez quel est votre client, donc quel est son nom, sa nationalité, son adresse, d'où viennent les fonds. Mais néanmoins, il y a quand même un petit peu de, on appelle ça l'approche par les risques. Alors ça va devenir de plus en plus en vogue parce qu'on change de réglementation, on passe bientôt à la 4e directive, donc c'est européen, ça sera vraiment dans tous les pays la même chose. Et vraiment, on va dire la clé d'une bonne procédure blanchiment d'argent, c'est que selon votre client, vous allez avoir un risque différent. Et ça, le régulateur l'a bien compris, c'est que vous n'allez pas demander à n'importe qui, finalement, 80 pages de dossier pour rentrer en relation avec votre client. Il peut y avoir des clients qui sont plutôt à risque faible, des clients qui sont à risque médian et des clients qui sont à risque renforcé. Je m'explique, si jamais vous avez un client qui est une société caïmanaise avec au milieu une société luxembourgeoise dont le président a une fonction politique, là vous êtes en risque warning rouge et donc on va vous imposer des vigilances complémentaires. Si vous êtes dans un client qui est résident français, qui est une société avec un numéro de sirène et que finalement les fonds vous allez les recevoir par virement d'une banque déjà existante en France, vous êtes en risque allégé et donc votre dossier KYC sera plus faible. Donc c'est vraiment l'un des clés de cette obligation de vigilance, c'est pouvoir identifier le client et avoir fait une classification des risques. Donc ça c'est en amont, se poser sur le sujet. Quels vont être mes clients potentiels, premièrement. Ensuite, comment est-ce que je vais distribuer mon service? Est-ce que c'est moi-même qui le distribue? Est-ce que quand je vais finalement convertir, est-ce que je vais rencontrer le client physiquement? Est-ce que ça va être à distance, donc mon canal de distribution? Et ça fait une matrice de risque qui est assez, en tout cas, qui est assez importante, en tout cas pour le régulateur, qui va vous permettre de justifier, voilà, ensuite, mon client, je le mets dans telle case, et dans telle case, je lui demande tel document avant d'entrer en relation d'affaires avec lui. Donc ça, c'est pour l'obligation de vigilance. Ensuite, une fois que vous êtes rentré en relation avec votre client, il faut définir si votre client, ça va être une relation d'affaires, donc un client régulier, ou est-ce que c'est un client occasionnel. Et ensuite, est-ce que finalement, votre client que vous avez en face de vous, est-ce que c'est réellement lui votre client, ou est-ce que finalement, il y a un bénéficiaire effectif? Par exemple, le bénéficiaire effectif, ça peut être l'actionnaire majoritaire de la société. Et donc finalement, c'est auprès du bénéficiaire effectif qu'il faut faire toutes ces diligences. Et, point très important, donc la vérification d'identité doit avoir lieu avant l'entrée en relation d'affaires ou avant la réalisation de l'opération. Après, une fois que vous avez votre client qui est donc onboardé, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir donc des règles d'organisation et des règles de procédure interne qui vous permettent, dans le temps, de continuer à contrôler ce risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et plus particulièrement de détecter les relations, on va dire, atypiques ou les anomalies dans une relation d'affaires. Et ça, c'est très important, on en revient au premier point, c'est que si vous connaissez réellement bien votre client et bien son activité, vous savez que votre client, c'est un commerçant, qu'il a à peu près, je ne sais pas, un revenu d'activité de 10 000 € par semaine, et que donc sur ces 10 000 € par semaine, très fréquemment, il vient vous voir pour convertir 1 000 € en Bitcoin, et tout d'un coup, ça va augmenter, c'est plus du tout, c'est beaucoup plus fréquent, c'est des sommes qui sont différentes, on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, on n'est pas là pour suspecter en permanence que les gens sont des blanchisseurs d'argent, mais il faut juste lui passer un coup de téléphone pour lui demander, pour savoir, voilà, on a constaté que votre activité est un peu différente, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est différente? C'est vraiment ça qu'attend le régulateur, c'est vraiment, en tout cas que, en tant qu'intermédiaire ou en tant que personne assujettie à des obligations, vous puissiez, voilà, je sais qu'il y a un risque, je sais comment maîtriser mon risque, ça ne veut pas dire ne pas faire, ça veut juste dire faire en étant sûr de maîtriser au maximum ses risques. Après, il y a une autre, donc il n'y a pas que la CPR, il y a une autre entité que vous devez peut-être connaître, c'est TRACFIN. Donc TRACFIN, si vous êtes établissement de paiement, il va y avoir un responsable TRACFIN. Ça fait partie justement de ces procédures internes, de nommer un responsable et un correspondant TRACFIN. Et donc vous allez peut-être être confronté à des déclarations TRACFIN, donc qui sont mentionnées comme états et financiers. Un exemple, par exemple, c'est qu'avant de rentrer en relation d'affaires avec un client, vous êtes un bon élève, donc vous avez demandé un certain nombre de documents, et vous êtes incapable de vérifier l'identité du client. Donc vous pensez qu'il y a réellement un soupçon de blanchiment, et donc dans ce cas-là, vous pourriez peut-être être amené à faire une déclaration auprès de TRACFIN. Et enfin, il va y avoir d'autres mesures, ce qu'on appelle les mesures de gel des avoirs. Donc si tout d'un coup vous avez un client qui est dans un pays, et donc ce pays est identifié comme une mesure de gel des avoirs, eh bien, il faudra stopper, en tant qu'intermédiaire, l'activité avec ce client.
Donc, comme je vous le disais, là, on est dans une réglementation donc, française, mais qui est quand même basée sur la 3e directive sur le blanchiment. Et donc, on est dans un projet de 4e directive. Nous, en France, ça ne va pas être une révolution. Le gros point de cette 4e directive, c'est de renforcer l'approche par les risques et de pouvoir donc de plus en plus responsabiliser l'intermédiaire et de prouver que si on a fait ces diligences, c'est en fonction de notre classification des risques. Donc chez nous, c'est à peu près déjà ce que nous dit le régulateur, donc il n'y aura pas une révolution. Le GAFI aussi a fait des recommandations qui ont été prises en compte dans cette 4e directive. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'il va y avoir un point de contact central qui sera mis en place pour les situations transnationales en matière de services de paiement ou de monnaie électronique. Parce que finalement, ces domaines de paiement ou ces domaines de monnaie électronique, la plupart du temps, elles ont des situations transnationales et c'est important d'avoir un point de contact au niveau central. Vous avez bien compris, ceci s'applique pour autant que vous rentrez dans la définition que vous avez montrée au début, Valentine, c'est-à-dire qu'il y a un moment, l'échange d'une devise contre du bitcoin fait ce que la CPR considère un service de paiement. Si vous êtes juste un constructeur, enfin, si vous ne faites pas ce service, ce qu'on vient de dire ici ne s'applique pas à vous. Hein? Donc, il ne faut pas que vous sortiez d'ici tous en disant mon Dieu, j'ai tout ça qui me tombe dessus. Non, 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 non. Ça dépend encore une fois de ce que vous faites. Et le critère que vous devez avoir en tête, c'est est-ce qu'à un moment, dans le service que j'offre à mes clients, je propose de l'échange de l'euro contre du bitcoin. Si oui, warning, tout ceci est susceptible de vous tomber dessus. Sinon, voilà, si vous êtes juste un mineur, pour qu'on propre, il n'y a pas de sujet. Ayez bien ça en tête. Oui. Un commerçant, par exemple, qui va accepter les bitcoins, là, dans la majorité des cas, il ne verra même pas les bitcoins, puisque ça passera par un processeur de paiement. Donc le commerçant, enfin je veux dire, sur son compte, ça va être directement des euros. Le commerçant, il vend un bien ou un service. D'accord? Donc vous achetez une bouteille de Coca-Cola, un café, ce que vous voulez, etc. Il se fait payer en bitcoin ou en euros, mais c'est le mode de paiement contre la bouteille de Coca-Cola. Non, mais c'est du fait ou. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je viens de dire là ne s'applique pas. Hein? Tout ce qu'on vient de dire là ne s'applique pas aux commerçants. Par contre, ça s'applique entre le commerçant et vous, il y a bien quelqu'un qui va convertir. Là, ça s'applique à cette personne-là. Oui. Pour être précis, ça s'appliquera qu'à partir du moment où celui qui vend les bitcoins le fait pour le compte de tiers. S'il vend ses propres bitcoins, ça ne s'applique pas. Cette partie-là ne s'applique pas, mais il risque de tomber sur autre chose au niveau de l'AMF, cette fois-ci, au niveau de la gestion. Et a priori, ce qu'on vient de voir sur la vente de services d'échange d'euros contre de bitcoin, effectivement, c'est au compte de tiers. C'est à l'achat, pas à la vente. Dans les deux sens. Que dans ça, l'achat à la vente. Vous avez des bitcoins, vous les reconvertissez en euros, c'est ça? C'est ça. Si, ça s'applique aussi. Ouais. C'est ce qu'on appelle le service de paiement, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez une devise officielle, l'euro, le dollar, si vous voulez, vous la convertissez contre. Alors, les textes disent aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, mais on vient de dire on n'a pas être d'accord, c'est quand même ce qu'a dit le régulateur. Vous l'échangez contre une autre devise, le dollar, c'est un service de paiement. D'accord? Là, on dit on échange contre du bitcoin. Ah oui, mais c'est pas écrit bitcoin dans la réglementation. Voilà. Le régulateur bancaire a dit moi, je considère que l'échange euro contre bitcoin ou bitcoin contre euro, c'est un service de paiement auquel on doit appliquer tout ce que vous avez dit, Valentin. Encore une fois, pour être très précis, c'est pas l'échange de bitcoin euro, c'est le fait de détenir une devise d'un tiers. Oui. Voilà. Si vous vendez vos propres bitcoins, vous ne comptez pas. Oui, c'est exactement de recevoir des fonds de l'acheteur de bitcoin pour les transférer au vendeur. Oui. Il y a une limite. En montant? Au niveau oui, de la LBR, vous avez des limites, c'est que justement, c'est ce que je vous disais dans ces diligences allégées. Quand vous êtes en commerçant, vous n'êtes pas. Tout ce qu'on vient de vous dire ne s'applique pas. Ben, hein, c'est uniquement, pour reprendre ce que vous dites, parce que vous échangez pour compte de tiers de l'euro contre des bitcoins. Si vous offrez une activité qui vend du Coca-Cola ou ce que vous voulez contre du bitcoin, quel que soit le montant, ça s'applique pas.
quand vous détenez la devise pour un tiers. Si vous Voilà, alors après, encore une fois, si vous avez, par exemple, comment vous appelez? Joël. Joël. Alors Joël, il est génial, il a plein de qualités, il est tellement génial que je vais lui donner, j'ai confiance en lui et je lui donne 1000 euros pour qu'il gère mes euros en Bitcoin. C'est fou. Peut-être. Bon ben là, c'est une autre réglementation, c'est celle de gestionnaire d'actifs. Maintenant, si Joël a 1000 euros, c'est ses 1000 euros à lui, et qu'il décide de faire du trading sur Bitcoin ou d'échange de Bitcoin, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est toujours cette notion pour compte de tiers qui intervient. Et alors moi, par exemple, je fais du trading, mais pas du trading financier, du trading de produits pharmaceutiques. Est-ce que, par exemple, je pourrais acheter des matières que je fais venir de Chine et genre que eux, entre guillemets, je les paye en Bitcoin? Oui, mais votre métier, c'est d'acheter des produits pharmaceutiques. Ouais. Bon, et vous les payez en Bitcoin. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, donc il n'y a aucun Oui, problème. oui, parce que vous achetez un bien contre Bitcoin. C'est comme vous remplacez une bouteille de Coca-Cola, comme je disais tout à l'heure, par produit pharmaceutique. Oui. C'est une question un peu bête, mais les bureaux de change, par exemple, pour les touristes à Paris, ils ont quoi comme... C'est un statut réglementé qui est un peu qui est propre, mais qui est proche de tout ce qu'on vient de dire. Et toute la réglementation qu'on a évoquée là s'applique au bureau de change. Mais par exemple, un touriste, je sais pas moi, qatari ou russe qui échange 500 euros, On lui demande sa carte d'identité. Même s'il n'en a pas. Par exemple, pour les Anglais, c'est toujours un problème. On n'a pas de carte d'identité, comme vous savez. Western Union suit ces directives. Ah oui, Western Union et tous les autres changeurs, comme on les appelle, suivent ces directives. Même nous, avocats, maintenant, on est soumis à ça. C'est-à-dire que si demain vous venez nous voir et qu'on on fait une transaction ensemble, on devra se vous poser toutes ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui s'applique assez largement aux intermédiaires. Les notaires, les avocats, les experts comptables, les banques, bien sûr, les changeurs, évidemment. Oui. Justement, comment gérer la relation avec la banque si on veut faire ce genre d'activité? Alors, ça, vous touchez à un autre point que ceux qui travaillent dans le monde du Bitcoin le savent bien. Le jour où vous trouvez une banque qui accepte de vous ouvrir un compte pour que dessus il serve de conversion euro contre Bitcoin, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Hein, n'est-ce pas? Ici ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Donc, les banques ont peur du Bitcoin pour tout un tas de raisons. Donc, le fait d'ouvrir un compte, si vous dites, prenons l'exemple de vous, si vous dites, voilà, j'achète des produits pharmaceutiques en Chine et je les paye en Bitcoin, il ne faut pas dire ça à votre banquier. Il faut lui dire, j'achète des produits pharmaceutiques, point. Voilà. Et puis, si vous mettez le mot Bitcoin au moment de l'ouverture du compte, ça va faire bizarre. Oui. Une question, je ne sais pas si je suis un peu en retard, je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Il y a eu 3-4 sociétés qui ont lancé les places de marché, Paynium ou autres. Quelles sont les relatives dispositions juridiques qui ont été prises pour réguler? Enfin, dans le parallèle, je pense que les régulateurs ou ceux qui gèrent la monnaie ou le cash, la valeur, font attention que justement il n'y ait pas de déstabilisation du marché ou de la valeur de la monnaie ou du cash. Je pense que ça a été la même chose avec l'or, le fait qu'on a arrêté la convertibilité de l'or en 73, etc., c'est des $. C'est un peu, ils ont des appréhensions quelque part. Là, vous touchez à un sujet très macroéconomique. Hein, je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense que c'est bon. C'est de savoir comment les banques centrales, c'est-à-dire les émetteurs de monnaie légale, appréhendent le Bitcoin. Dans le tableau que vous avez vu tout à l'heure de Jean-Michel, il a bien été dit, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce n'est pas de la monnaie légale. Parce que ce n'est pas émis par une banque centrale, par définition. Donc comme ce n'est pas émis par une banque centrale et que ce n'est pas libératoire, si je vous vends quelque chose et que ça vaut 20 euros, que je vous donne un billet de 20 euros, vous êtes obligé d'accepter mon billet de 20 euros. Ça s'appelle le pouvoir libératoire de la monnaie. D'accord? Et si je vous vends quelque chose qui vaut 20 euros et que je vous paye en contre-valeur de Bitcoin, je peux refuser d'être payé en Bitcoin. Donc, ce n'est pas une monnaie légale, c'est une monnaie qui est émise par une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, et qui a un pouvoir libératoire dans le pays dans lequel elle est. Et toute la question est de savoir si le Bitcoin, c'est une question plus économique qu'autre chose, hein, participe finalement ou non à la création monétaire, c'est finalement votre question, et participant à la création monétaire, est-ce que ça risque de déstabilisation des marchés financiers et du système économique? Je ferme la parenthèse, c'est un sujet en lui-même.
C'est plus sur les places de marché comme Premium et autres. Est-ce que vous avez... Alors sur Premium ou autre, d'abord il y a quelqu'un qui répondra mieux que moi. Je dirais qu'ils se poseront ou ils se sont posés ou ils devront se poser à un moment les questions que j'ai dit là. C'est-à-dire est-ce que ces places-là font de l'échange et sous quelle forme fonctionne cet échange. Hein, et il ne faut pas partir, il n'y a aucun a priori. Hein, avec Valentine, on a plein de dossiers avec les régulateurs bancaires. Le diable est dans les détails. Hein, le diable est dans les détails de savoir si j'envoie un fax ou un email dans lequel est attaché, par exemple, un coordonné, un virement, hein, ça peut être considéré comme une opération régulée. Bon, donc tout est vraiment dans la manière dont vous opérez. Hein, et le fait d'être une plateforme sur laquelle s'échangent des bitcoins, je dirais qu'il y a un a priori pour tomber dans la réglementation, mais ça dépend du mode de fonctionnement. A priori, ça tombe dans la réglementation que j'ai décrite. Oui. Imaginons qu'on ait un service de conversion des bitcoins avec des espèces, et qu'après ces espèces, je veux les déposer dans un compte en banque d'entreprise. Est-ce que la banque peut refuser ces espèces malgré le fait qu'on ait ces procédures de KYC? Une fois que déjà vous serez, si vous êtes fait la conversion donc, de l'achat-vente de Bitcoin, vous serez ce statut-là et établissement de paiement, donc vous serez la petite sœur de la banque. Donc techniquement, elle n'aurait pas de raison de refuser vos comptes d'espèces. Eric veut dire quelque chose. C'est exactement ce qu'on fait. Ici, on est échangeur, sauf qu'on n'est pas régulé par la CPR parce que le Bitcoin n'est pas une monnaie légale et on ne fait pas de l'intermédiation. Parce qu'à aucun moment, en fait, on dispose de comptes de Bitcoin, de comptes de tiers ou d'autres comptes de tiers. Donc, en fait, c'est comme si on vendait des Smarties, sauf qu'on vend des Bitcoins. Donc, on n'est pas régulé par la CPR. Donc, on n'est pas non plus, en fait, régulé par TradFin. Donc, nous mettons nous-mêmes des solutions de KYC, etc. parce que, justement, on ne veut pas se faire fermer. Donc, on essaie de montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on a exactement les mêmes procédures que dans un change normal, sauf qu'on n'est pas régulé, on n'est pas audité. Et pour répondre à ta question, effectivement, le fait de déposer du cash, dès que tu déposes plus de 1000 €, on commence à t'appeler. Et tu dis, bah voilà, tiens, je suis à la maison de Bitcoin, je change des Bitcoins. Ah, très bien, bon, bah, 30 jours après, il faut que soit recommandé et ton compte est fermé. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui. Et donc, on essaye de faire avec. Mais effectivement, parce qu'on n'est pas régulé, on ne peut pas dire la CPR nous régule, on est sous telle ou telle chose. Bah, le banquier dit non, bah, désolé, moi je ne travaille pas avec vous. Parce qu'en plus, le Bitcoin, effectivement, est intouchable. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de change Bitcoin. Eric, c'est parce que, justement, quand on revient à tout à l'heure, Maison de Bitcoin vend ses Bitcoins. On vend nos Bitcoins, oui, tout à fait. Donc, mais on en rachète des comptes propres, oui. pas des comptes de tiers. Oui, exactement. On vend nos Bitcoins. Donc, on ne peut pas être régulé par la CPR parce que ça n'aurait aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de risque en fait du client, on ne détient pas de Bitcoin ou d'espèces ou de quoi que ce soit pour compte de tiers. Donc du coup, on n'est pas régulé par la CPR. Et donc, on agit selon nos propres règles, en quelque sorte. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Ce qui fait qu'effectivement, c'est assez instable. Et que, voilà, aujourd'hui ça va, demain on ne sait pas. Il y avait une question là? Je voulais vous poser une question juste pour être sûr. Est-ce que pour une entreprise française, est-ce qu'une entreprise française ne pourrait accepter que le Bitcoin? C'est pas possible? Genre, ne pas accepter l'euro, mais le Bitcoin seulement. Je répondrai à l'envers. J'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Cette entreprise sera obligée d'accepter de l'euro si on lui propose de l'euro. D'accord. Dans le pack d'actionnaire, on peut mettre euro plus Bitcoin ou seulement on est obligé de mettre uniquement euro? Alors, encore une fois, vous pouvez écrire ce que vous voulez entre vous, c'est bon. Et si demain quelqu'un veut se libérer de sa dette en euros, vous ne pouvez pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser. Si je vais les vendre, si c'est dans mon pack d'actionnaire, c'est marqué en Bitcoin, je vais les vendre en Bitcoin à ce moment-là. Si la personne, non, parce que encore une fois, voilà, si une personne veut être payée en euros, vous ne pouvez pas l'obliger à être payé en Bitcoin. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, voilà, on ne peut pas refuser d'être payé en euros. Alors qu'on peut refuser d'être payé en Bitcoin. Donc vous avez beau écrire entre nous, ça sera que du Bitcoin. Si j'achète vos parts de société alors qu'on avait écrit que c'était écrit en Bitcoin, si demain je dis je paye en euros, je ne pourrais pas vous opposer. Malgré ce qu'on a écrit dedans. Encore
encore une autre question avant de passer à Philippe, à moins que... Oui. Juste une remarque un peu bête, mais si c'est pas une monnaie, donc le Bitcoin, on ne peut pas essayer de contourner ça par du troc. Rien n'empêche dans la loi de troquer, si vous voulez, je sais pas, une short pour Twitter. C'est encore un autre sujet. Dans un des articles que j'ai écrit, je m'étais amusé à comparer un peu le Bitcoin à de l'or. C'est ça. À part le côté matériel, l'or est matériel, le Bitcoin est immatériel, il y a beaucoup de similitudes. Et vous savez que, je disais tout à l'heure, bon, la fin des accords de Bretton Woods, etc. Mais grosso modo, l'or, on peut se servir comme valeur refuge, valeur d'échange, valeur de tout ce que vous voulez. Et ça revient qu'à un moment, un troc, c'est quoi? C'est donner une valeur, c'est écrit dans le truc, hein, donner une valeur contractuelle entre les parties à un bien qui n'a pas de valeur en soi. Bon, le troc, c'est le coquillage, hein, bien évidemment. Donc, il suffit de donner une valeur à ce coquillage. Vous donnez une valeur à ce bitcoin. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous donner cette valeur. Si quelqu'un dit je veux être payé en dollars ou je vais être payé en euros, vous devrez être payé en euros. Voilà. On peut peut-être continuer parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres questions, mais entre Philippe et. Comme ça mettra de. On refera un round de toute façon. On refera un round. Bien, alors moi je voulais vous parler d'un sujet qui n'a pas été évoqué. Non, je n'ai pas de slide. Qui n'a pas été tout à fait évoqué. On l'a effleuré et je trouve que c'est assez complémentaire par ce qui a été dit dans l'environnement Bitcoin. On a beaucoup parlé ici de la réglementation au sens en fait des métiers autour du Bitcoin, et notamment qui dépendent effectivement de la vue de la CPR, de l'AMF et de l'ensemble en fait des dispositifs qui permettent de savoir comment une activité qui doit donc être régulée fonctionne et assujettie en fait à ces différentes règles. Et c'est un sujet important, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Il y a un autre sujet qu'on a effleuré, qui est le sujet fiscal, qui est l'autre partie finalement de la régulation, et je voudrais prendre un instant pour parler de ça. C'est un sujet qui est assez facile à traiter puisqu'on n'a pas beaucoup évolué là-dessus, donc les nouveautés vont être assez maigres, mais c'est une façon pour moi peut-être, au nom de l'association, d'alerter sur le fait que précisément, nous n'avons pas beaucoup évolué sur ce sujet. Alors je voudrais faire un point là-dessus. Si on y regarde de très près, et si on regarde en fait la façon dont un écosystème fonctionne, effectivement, il faut qu'il y ait un cadre de régulation qui fonctionne pour les entreprises qui travaillent sur ces sujets. Ok, ça on peut dire que d'une façon assez défensive, on est bien couvert, il existe un certain nombre de choses qui ont été évoquées par Valentine et Hubert, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il nous faut aussi un cadre plus global, qui est un cadre notamment fiscal, de façon à ce que vos clients, les consommateurs, les citoyens que nous sommes, on sache en fait dans quel cadre on est. Et de quoi je parle? Je parle bien sûr de TVA, je parle de plus-value, mais on pourrait parler également de paiement de salaire, on l'a évoqué tout à l'heure, donc paiement de salaire, charge sociale associée, comment tout ça peut fonctionner. Ça, c'est des sujets sur lesquels, finalement, le gouvernement est extrêmement fragile sur ces aspects-là, parce que rien n'a vraiment été fait depuis que le sujet a été mis sur la table et depuis que, notamment, Tracfin a fait un certain nombre de recommandations auprès du ministre des Finances, donc qui était Sapin, pour dire au ministre Sapin, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà les différentes choses qui nous paraissent importantes, mais derrière, il n'y a eu aucune exécution de cette chose-là, ni sur la TVA, ni sur la plus-value de cession. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement à ce sujet? On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres du gouvernement, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs parlementaires pour leur évoquer ces sujets, et depuis plusieurs mois de leur dire il va falloir quand même évoluer là-dessus pour qu'on ait ce cadre légal global qui peut rajouter de la confiance. Très franchement, lorsqu'on regarde en fait ce qui se passe dans différents pays, il y a différents pays dans lesquels, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est tout à fait juste, des pays qui sont plus sur ces aspects-là, d'autres qui sont moins, nous c'est point d'interrogation. Donc en fait, on ne sait pas très bien si on est de quel côté on est, puisqu'en fait il n'y a rien qui a été vraiment décidé. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il nous dit, nous avons un cadre, un arsenal qui existe fiscal sur le sujet, dans lequel, lorsqu'on regarde toutes les voitures balais qui existent dans l'arsenal fiscal, finalement il y a suffisamment de voitures balais pour récupérer des façons de faire pour déclarer notamment, par exemple, ces plus-values. Ce n'est pas tout à fait acceptable. Il nous semble qu'il serait beaucoup plus opportun aujourd'hui
d'avoir une législation, ou au défaut d'une législation, peut-être une circulaire fiscale, qui permettrait de dire voilà comment on doit traiter notamment les plus-values sur le Bitcoin. Ça aurait un impact positif sur l'écosystème, à la fois pour les entreprises qui peuvent être amenées à, par exemple, à détenir des Bitcoins, notamment comme un instrument financier ou bien comme un actif, et de façon à s'assurer qu'on sache exactement quel est le poids de la fiscalité qui peut être porté notamment sur ces plus-values. Ça n'est pas fait. Donc on a eu l'occasion d'en parler effectivement du côté du secrétariat d'État à l'économie numérique avec Axel Lemaire, que l'on a rencontré, on lui a parlé de ces sujets-là, des différents conseillers techniques à l'intérieur de son cabinet qui travaillent sur ces aspects, qui sont assez bien informés sur ce qu'est le Bitcoin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui ne veulent pas se mêler du sujet fiscal, puisque le sujet fiscal il est traité de l'autre côté du bâtiment de Bercy, donc chez Sapin. On en a parlé avec le conseiller technique du côté de Manuel Valls, donc le conseiller technique en charge de l'économie numérique, qui comprend bien le système aussi, mais qui en gros dit c'est pas chez nous, ça c'est à Bercy. Donc c'est toujours chez quelqu'un d'autre en fait, hein, vous l'avez compris. Et puis enfin en dernier lieu, il y a les parlementaires qui sont extrêmement intéressés par ces sujets et qui se posent la question d'éventuellement de le rajouter dans la prochaine loi de finances, donc le PLF 2015, et à l'intérieur de cette loi de finances, de pouvoir rajouter les différents éléments qui pourraient permettre de dire voilà ce que l'on pourrait faire avec le Bitcoin. Donc c'est une position extrêmement politique, vous l'avez compris, ce sont plutôt d'ailleurs des parlementaires de droite qui ont envie de faire ça, parce qu'ils se disent tiens on a un sujet sympa, le gouvernement il bouge pas dessus, on peut faire un certain nombre de propositions et puis ainsi venir un peu secouer le statu quo et proposer des choses un peu nouvelles. Donc c'est ça qui est en train de se passer du côté du Parlement. Est-ce que ça va aller jusque-là? On pense que oui. Il est possible en fait qu'il y ait un certain nombre de propositions qui soient faites pour le PLF 2015 à l'intérieur de ces sujets que je viens d'évoquer. Il est possible en fait que plus tard il y ait des amendements qui soient proposés pour venir appuyer ces différents éléments et que peut-être que le Parlement sera en avance par rapport en fait à l'exécutif qui est, je pense, normalement aurait dû prendre la parole sur le sujet et faire une proposition et régler le sujet plutôt sous forme d'une circulaire fiscale plutôt qu'une loi qui devrait être votée à l'Assemblée nationale. Donc voilà pour l'endroit où on est en termes de lobbying sur le sujet. Je peux répondre à des questions là-dessus, bien sûr. Dernier point, dans les discussions qu'on a avec les parlementaires, la plupart des parlementaires sont absolument persuadés que finalement le travail qui a été fait par le Sénat et que vous avez probablement lu cet été, avec le rapport du Sénat qui est sorti en plein mois d'août, quand personne n'était au bureau, mais est d'une très bonne qualité. Le travail qui a été fait est un travail qui a été fait avec beaucoup de sérieux, qui a été fait, je pense, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle sur différents sujets, notamment avec un véritable souci d'équilibre à l'intérieur des différentes positions qui ont été prises. Et beaucoup de parlementaires pensent qu'il n'y a pas lieu pour l'Assemblée nationale à refaire ce travail-là et à ouvrir une sorte par exemple, de commission parlementaire qui aurait à retravailler sur ce sujet parce qu'on est sur une base qui est intéressante et sur laquelle ils peuvent reprendre cette base-là pour pouvoir faire un projet de loi. Donc, voilà sur ce sujet fiscal. Et je conclurai simplement par ce que j'ai dit finalement en introduction, en rappelant que pour mon métier qui consiste à faire des opérations de capital sur des entreprises innovantes, j'avoue en fait que la situation de la France est tout à fait particulière, puisqu'on est dans un pays dans lequel on a du mal à expliquer quelle est la règle fiscale qui s'applique. Or, la règle fiscale, c'est bien la seule règle qui dépend du pays, en fait. Hormis l'harmonisation fiscale européenne qui existe, effectivement, tous les éléments que vous avez abordés eh bien, se décident ailleurs que dans le pays et sont appliqués dans le pays avec de légères variations, mais finalement, elles sont assez cohérentes dans l'ensemble des pays d'Europe. Vous avez bien fait de le mentionner, de rappeler en fait qu'au Luxembourg, ou ici en France ou en Angleterre, on applique finalement les mêmes règles avec quelques légères différences parfois, mais très très légères. Sur ce qui est de la fiscalité, c'est totalement différent, puisque en fait on décide ici de notre fiscalité, et donc c'est bien ici que ça se passe. Et c'est bien ici qu'on a une fiscalité différente, et c'est bien ici en fait que le choix en termes d'attractivité du territoire va se faire de façon très forte, et que pour attirer de nouvelles startups ou pouvoir retenir des startups qui doivent fonctionner ici, la question du cadre fiscal global dans lequel on est se pose tout de même.
Je ne veux pas dire en fait qu'il est bien meilleur en Allemagne ou qu'il est bien meilleur qu'aux États-Unis, et notamment il est certainement pas meilleur aux États-Unis. On commence à avoir pas mal d'infos de gens qui nous disent finalement si les boîtes sont en train de se déplacer des États-Unis en Europe, c'est principalement parce qu'elles trouvent le cadre fiscal et réglementaire dégueulasse aux US, et c'est pour ça qu'elles sont en train d'arriver à Amsterdam, Luxembourg ou à Londres. Pas beaucoup à Paris, mais il ne faut pas s'étonner par rapport à l'introduction que j'ai faite et la conclusion que je viens de faire. Voilà. De toute façon, s'il y a des questions, on prendra un petit peu sur la fin. Moi, j'ai juste, je serai assez rapide, j'aurais juste en fait des conseils très terre à terre en fait sur les aspects de régulation. Conseils qui n'ont aucune valeur juridique, hein, bien évidemment. Juste un retour d'expérience en quelque sorte. Si demain vous voulez faire une société en France qui traite du Bitcoin, et qui n'est pas un change, c'est-à-dire que vous n'allez pas être soumis à une régulation bien particulière, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est ne mettez jamais le mot Bitcoin, que ce soit dans vos statuts, dans votre nom ou quoi que ce soit. N'expliquez jamais à votre banquier que vous travaillez avec le Bitcoin. Surtout pas. Ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous voulez, mais vous allez être obligé de mentir par omission, parce que si vous dites que vous êtes dans le Bitcoin, même si vous faites du soft, des wallets, quoi que ce soit, vous pouvez quasiment être certain que votre compte ne sera pas ouvert. Simplement par principe de précaution, parce qu'une banque n'a pas envie de s'embêter avec un client qui pourrait lui amener un certain nombre de problèmes. Et le métier du banquier, c'est pas de prendre des risques. Ça, je pense que vous savez. Et donc, du coup, ils vont pas aller s'embêter pour ça. Un exemple très concret. Nous, on est une société, on existe depuis 3 ans. Avant, on faisait d'autres activités, donc on avait un certain nombre de comptes en banque. Et on avait un compte en banque qui était là, sur lequel il n'y avait pas tellement de trafic, enfin, il ne se passait pas grand-chose. Et un jour, j'ai juste appelé pour faire un virement, un petit virement. Ils se sont aperçus que le siège social avait changé, etc. Donc je leur ai envoyé un courrier. Et là, ils ont dit, mais attendez, 35 rue du Caire, c'est pas la maison du Bitcoin? Je dis, oui. Et voilà, et 60 jours après, le compte était fermé. Donc j'ai discuté avec des présidents de grandes banques, je ne dirais pas de nom parce que le but c'est pas de polémiquer, mais clairement il m'a expliqué que le Bitcoin était intouchable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il travaille avec une société qui fait un projet Bitcoin et que c'est connu, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu de communication ou quoi que ce soit, immédiatement ils vont avoir des problèmes avec la CPR qui va se servir de ça pour un petit peu les titiller et leur dire attends, allez ferme ton truc Bitcoin, tu m'embêtes pas. Parce que clairement aujourd'hui le régulateur il n'aime pas le Bitcoin, quelles que soient les raisons, enfin peu importe. Clairement, le mieux c'est de ne pas dire que vous faites de Bitcoin. Si vous pouvez l'éviter, c'est vraiment la chose à faire parce que vous n'aurez que des problèmes. Et on a encore besoin de comptes en banque pour fonctionner. Et même si le rapport de la BE en fait donne 80 risques, et le 80e point c'est quand même de dire qu'il faut quand même travailler avec les gens qui font du Bitcoin parce qu'il faut quand même être dans l'innovation. Voilà, les 80 premiers points sur les risques sont bien compris par les banques, mais le reste en fait non. Et donc par exemple pour l'association Bitcoin France, on n'a pas de compte en banque. Parce qu'on s'appelle Bitcoin France, hein. Là-dessus on n'a pas pu tellement changer le nom. C'est ballot, c'est ballot. Voilà, et pourtant c'est une association de loi de 1901 qui ne fait pas grand-chose en matière de Bitcoin pur. Et pourtant, il y a eu un refus d'ouverture de compte. Et c'est pour ça qu'on peut pas, par exemple, accepter l'euro parce qu'on n'a pas de compte. Voilà, c'est pas très grave pour l'association, mais pour une entreprise, voilà, pour une entreprise, c'est un vrai problème. Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner, malheureusement, c'est de mentir à votre banquier et vous en porterez pas plus mal. Voilà. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu dire, c'est le moment. Et après, on fera la présentation de budget. Donc voilà, si vous avez quelques questions, on vous écoute. Disons que si on vend des prestations de services en tant qu'entreprise commerciale française et que ces prestations de services, on accepte le paiement de ces prestations avec une contre-valeur de Bitcoin, comment est-ce qu'on va les comptabiliser? Qui veut répondre? Est-ce qu'on va les mettre dans un compte d'attente comme on le fait par exemple avec une TVA communautaire? Il y a plusieurs approches. Parce qu'il n'y a pas, je dirais, de contre-valeur foncière officielle. Il y a une contre-valeur, je dirais, entre
participant au mouvement? En fait, il y a plusieurs approches. Hein. Je ne suis pas comptable, encore moins expert comptable, mais une approche, c'est simplement de les mettre quelque part en stock. Et au niveau de chaque bilan, en fait, on a un risque de change, puisque la valeur va changer. Donc, on va dire, ben voilà, ça vaut tant au moment où on fait le compte. On va la considérer comme un portefeuille boursier lambda, voilà. Pas exactement, mais... Non, on peut les considérer plutôt comme un actif, en fait, que vous avez à l'intérieur du bilan. Et en disant, ben, j'ai conservé ça, et notamment au niveau de la TVA, c'est un bon point. La TVA, vous allez devoir, si vous avez collecté de la TVA et que vous allez devoir la payer à un instant, eh bien, vous allez devoir la payer en euros et par rapport à la valeur qui était censée être la valeur de contre-valeur au moment où vous l'avez fait. Donc tout ça, voilà. Entre le point moment A et le moment B, à l'entrée et à la sortie, sur laquelle on a dit Ouais. Maintenant, je crois qu'il y a eu une session il y a quelques temps spécifique sur ces sujets-là. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup d'experts comptables sont tout à fait interloqués par ces questions parce que c'est pas forcément simple à résoudre. Mais ni plus ni moins que de payer avec des titres boursiers. Non, ben oui et non en fait. Non parce que oui. Parce que les titres boursiers, elles ont une valeur qu'on peut voir. Là, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut surtout ce qui est important, c'est de bien considérer la TVA et donc le paiement de la TVA. Et cette TVA devra être payée en euros à un moment donné. Donc il y aura bien une conversion que vous ferez ou un échange que vous ferez pour pouvoir avoir en fait ces euros. Et ça, pour le coup, la TVA fonctionne parfaitement. Et vous devrez cette TVA. Il vaut mieux se faire payer des droits d'auteur en Bitcoin, à mon avis, que de se faire payer, je dirais, les marchands. C'est possible, je ne sais pas. Par contre, c'est la date de valeur lors du transfert et c'est pas à la fin de l'année qu'on prend le montant Bitcoin, à chaque transaction. Et se pose après le problème des plus-values latentes. Et ça, c'est un autre sujet, c'est un des sujets que j'ai évoqué tout à l'heure. Et là, ce problème de plus-value latente, il n'est pas tout à fait réglé. Puis sur les opérations sur lesquelles nous on a travaillé, c'est vrai que c'est assez compliqué pour notamment les investisseurs ou les gens qui doivent prendre des positions sur la valorisation d'une entreprise qui détient des bitcoins, parce que effectivement, on considère tout à fait une prise de risque qui est là, non pas simplement sur la valeur du bitcoin, bien sûr, mais également fiscale. Dans le sens où on a la particularité parfois d'avoir des lois, vous savez, qui s'appliquent pour le futur, mais parfois qui s'appliquent aussi sur le passé, et qui sont donc rétroactives. Et si jamais on devait considérer différemment ces aspects-là, et notamment les plus-values, dans ce cas-là, il pourrait y avoir des plus-values latentes entre le moment où vous avez acheté, vous avez gardé ces bitcoins, vous les avez gardés, donc dans un phénomène haussier du bitcoin. Dans ce cas-là, effectivement, il pourrait y avoir des risques fiscaux importants. D'autres questions? Oui. Lorsqu'une entreprise achète des bitcoins, par exemple chez Paymium, est-ce qu'on doit déclarer que dans ce qu'on a payé, on a de la TVA ou pas? C'est-à-dire si tu achètes des bitcoins pour faire du trading, un investissement? Non, pour acheter par exemple un matériel à l'étranger. Par exemple, imaginons que j'ai besoin d'acheter des serveurs en Chine, que je veux payer en bitcoin. Donc je vais acquérir des bitcoins avec mon compte professionnel. Donc déjà, à partir de là, est-ce que je dois déclarer ou non que j'ai acheté ces bitcoins hors taxe ou TTC? Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA parce que tu as échangé en fait tes bitcoins avec quelqu'un. D'accord? Donc il n'y a pas de TVA qui s'applique sur cette transaction. Il y a une TVA qui s'applique sur les services qui permettent d'obtenir ces bitcoins. Donc il n'y a pas de TVA sur cet achat. Dans le cas c'est considéré comme à ce moment-là, donc du coup c'est comme c'est un actif qui a été acheté, qui a été échangé contre quelqu'un et qui maintenant est dans ton bilan comme un actif qui sont des bitcoins. Par contre, ce qui serait difficile à justifier, c'est que tu n'auras pas de facture. Et que normalement, c'est une entreprise, tu fais un achat, tu dois avoir. Ah oui, je sais bien, oui, c'est le problème que j'ai en ce moment. Parce que pour le bilan, le comptable va demander effectivement la facture liée au virement sur la banque de Paymium.
Damon, je sais plus quoi. Donc moi je ne vais pas répondre aux questions de Péguir, mais juste pour le principe, c'est celui-là, c'est pas un achat. C'est un achat qui a été fait avec quelqu'un à travers une plateforme. Hein. Non, non. C'est pas, j'ai pas acheté j'ai acheté des bitcoins. Oui, ils ont acheté quelqu'un, ils n'ont pas été achetés à Paynium. C'est quelqu'un qui les vend sur Paynium. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une facture de cette personne, c'est un échange. Et d'ailleurs, en plus, c'est plusieurs personnes, d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça. Normalement, celui qui vend devrait fournir une facture. Oui, ça passe juste par lui. Oui, logiquement, mais en fait, comme c'est un ensemble de personnes, c'est pas ce qui est fait. C'est tout à fait juste. Et moi, pour moi, c'est sortir un peu de la technique, c'est juste pour dire en général. Et en tant que participant du Bitcoin, investisseur, qu'est-ce que vous espérez par rapport à la réglementation? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible et qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans les différentes évolutions que peuvent prendre les lois et la réglementation? C'est grosso modo. Non, moi je peux faire très très rapidement. Sur la régulation, je pense qu'il ne faut pas espérer d'avoir quelque chose. Enfin, la partie ACPR, etc., il ne faut pas espérer d'avoir quelque chose qui soit vraiment meilleur que ce qu'il a, mais c'est plus une meilleure compréhension de ces systèmes-là, de tout l'écosystème, et que ça s'améliore pour que ce soit facilement adaptable. Mais on ne va pas avoir un système qui est plus simple ou qui contourne en fait ces dispositifs qui doivent s'appliquer aussi à l'intérieur du Bitcoin. On ne va pas faire en fait un AML spécial Bitcoin, il n'y a aucune chance. Donc on va être vraiment dans ce niveau de sécurité, il me semble, et qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus un rapprochement de ces systèmes-là. Sur l'aspect fiscal, la TVA 0 sur les échanges, je pense que c'est acquis, tout le monde comprend en fait que ça devrait être le bon mode de fonctionnement, et je pense que c'est plus ou moins acquis, même si ce n'est pas écrit, mais c'est acquis. C'est compris comme ça en tous les cas par le législateur. La plus-value, pour moi, c'est là où il y a le vrai problème, c'est qu'on peut aller vers quelque chose qui est un petit peu... on pourrait aller vers quelque chose qui est assez confiscatoire sur la plus-value. Pour l'instant, c'est trop petit le Bitcoin pour que, dans la réalité, le législateur s'intéresse vraiment, ou l'exécutif s'intéresse à ce sujet-là. Donc, c'est pas assez important pour que finalement on se dise, tiens, il y a peut-être de l'argent à prendre ici en ayant une fiscalité qui soit plus dure que celle qui est présente. Et l'idéal, pour le coup, pour la plus-value, ce serait d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à un système de plus-value de l'or, qui prévoit en fait un taux flat sur la façon dont on déclare des plus-values, qui a massivement augmenté depuis quelques années, qui était assez bas et qui est resté bas, dans tous les cas qui est plus bas que ce qui se passe en fait sur les valeurs mobilières. Et il faut qu'on soit dans cet espace-là, il faut qu'on soit dans un espace peut-être en dessous de l'or, bien en dessous des valeurs mobilières, et soit dans quelque chose qui soit assez flat, pour qu'on ait un système qui permette de savoir assez rapidement combien d'impôts on doit lorsqu'on a fait des plus-values en Bitcoin. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Le risque, c'est qu'on aille sur quelque chose d'extrêmement confiscatoire. J'y crois assez peu parce que c'est pas assez gros pour qu'il y ait quelqu'un, à la fois au gouvernement ou au Parlement, qui se dise tiens, il y a peut-être une manne ici fiscale qui nous échappe et sur laquelle on pourrait taxer plus. Donc du coup, ça se passe pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Et maintenant, si le Bitcoin venait à faire fois 50, fois 60 dans les 2 ou 3 années qui viennent par an, il est possible que quelqu'un, quelque part au gouvernement, aura peut-être cette idée-là. Une dernière question rapide, parce qu'on doit avancer. C'est assez rapide, mais je trouve très intéressant cette thématique sur le fait est-ce qu'une société française peut émettre une facture sur laquelle il y a un montant qui est inscrit en Bitcoin. Elle découvre en Bitcoin, il y a des équivalents en euros où la facture est émise. Pour la même raison que je vous ai pris tout à l'heure. Oui, puisque n'importe qui pourrait éteindre cette dette en euros. Donc, il faut une contre-valeur en devise. Ok, merci. Parfait. On va passer donc à la suite. Une présentation de Goodchain, et puis après, il y aura à boire et à manger. Voilà, le sujet est différent. C'est un moteur de recherche web. C'est pas de la fiscalité.
Voilà, donc c'est un moteur de recherche. Alors le concept, d'abord c'est un service web. Pour l'instant c'est une approche responsive web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application nécessaire, ça marche très bien sur smartphone. Il y a encore des améliorations à faire. Ça fait partie enfin, c'est un projet nouveau. Donc d'abord c'est comme un bloc Explorer classique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des choses très précises, on aura des informations basiques. C'est un moteur de recherche Bitcoin pour la blockchain. On va pouvoir chercher sur différents filtrages. On peut le voir comme un Meta-Block Explorer, puisque ça va donner des liens vers des blocs Explorer. Et donc on peut filtrer sur différents critères, des transactions par exemple. Alors on va commencer avec une adresse. On a une adresse ici et on va voir par exemple quelles sont les transactions de 1 Bitcoin faites avec cette adresse. Mais déjà on va voir sur le site web, voilà, voilà. Voilà, donc là, ça c'est comme un bloc Explorer classique, ça donne les informations basiques. L'avantage c'est que c'est simple et rapide. Mais ensuite, le petit plus, c'est que par exemple, si on va dans montant, amount, voilà, à ce moment-là, donc on met par exemple un BTC comme on l'a vu dans le PowerPoint, et on recherche encore. Et là, ça va donner donc, toutes les transactions qui correspondent à cette adresse-là et qui correspondent à un BTC. Donc là, en sortie par exemple, donc ça a trouvé 2 transactions. Alors après, on va se dire, dans ces transactions-là, laquelle est du 12 septembre. Donc là, bon, c'est un exemple parce qu'on voit tout de suite à l'œil, mais on peut voir dans la date. Et là, on va aller chercher le 12 septembre 2011. Non, tu peux cliquer sur le mois. Voilà. Septembre. Oui, septembre. 12, voilà. Et tu refais recherche. Voilà, tu descends du coup. Voilà. Donc effectivement, là, il a trouvé qu'une transaction. Et donc, maintenant, on va se dire, je veux que les transactions du 12 septembre. Donc, on va supprimer, par exemple, le 1 et on refait une recherche. Et là, voilà, il trouve 4 transactions le 12 septembre pour cette adresse. Voilà. Donc, voilà, avec une adresse. Alors maintenant, avec un bloc, donc, on peut faire avec un hash ou un index number et trouver les informations d'un bloc basique. Et également, après, on va pouvoir rechercher des transactions dans ce bloc-là. Donc, par exemple, on va faire... C'est pas comme Apple, désolé. Par exemple, 315, dites un chiffre entre 1 et 1000. 523. Voilà, 523. Non, après le 315. Du coup, ça sera le 315 millième, 523. Voilà, et tu fais entrer. Et voilà, donc il a trouvé le bloc. Donc là, c'est comme un bloc Explorer classique. Mais après, bien sûr, on peut dire, je veux les transactions entre 2 et 3 bitcoins, par exemple. Voilà, entre 2 et 3. Et donc là, ça va donner toutes les transactions de ce bloc qui correspondent entre 2 et 3 bitcoins. Voilà. Et on peut classer, alors par date, ça n'a pas de sens dans un bloc, mais par exemple par montant. Donc tu peux dire sort by amount. Voilà, et si tu recliques, ça fait dans le sens, et ainsi de suite. Voilà. Donc ensuite, avec une transaction, alors excusez-moi, j'ai oublié de dire que ici, donc on peut travailler avec un hash bloc, enfin le hash d'un bloc ou son index, et pour une adresse, on peut utiliser le base 58 ou
le HMD 160 pour l'adresse. Maintenant, quelque chose de encore plus unique pour GoodChain, ça va être la recherche dans le temps et d'un montant. C'est-à-dire, quelles sont les transactions qui correspondent à ces critères le 6 septembre 2014 entre minuit et 6 heures et d'un montant égal à 40 BTC. Eric, tu es mon cobaye ce soir. Alors, le 6 septembre 2014, de minuit à 6... non, minuit, mais voilà. Et donc jusqu'à 6 heures du matin. Voilà. Et, ah non, il faut rajouter 40 ici, égal, equal, 40. Voilà. Et donc là, ça va rechercher toutes les transactions qui matchent ces critères-là. Voilà, donc il a trouvé 3 transactions. Donc là, l'utilité, ça va être, par exemple, lors d'une investigation sur certains problèmes qu'il peut y avoir, on peut retrouver des informations de la blockchain. Auparavant, sur les adresses, l'utilisation, ça peut être, par exemple, vous avez fait une transaction sur votre adresse, à une journée donnée, vous vous souvenez juste de la date, vous pouvez très rapidement retrouver la transaction correspondante avec tous les détails. C'est ça qui manque dans les blocs Explorer et que permet de faire GoodChain. Alors, autre chose, donc en fait, là, on peut choisir les blocs Explorer qui sont donnés par les liens. Là, on a BitEasy, par exemple, qui est par défaut, mais on a un choix. Par exemple, on peut utiliser blockchain.info, et si on refait recherche, les liens vont être générés pour blockchain.info. Et si on clique, donc, on aura la page du bloc Explorer. Donc GoodChain, c'est pas fait pour avoir tous les détails sur les transactions et ainsi de suite. C'est fait pour rechercher des choses et ensuite, si vous voulez tous les détails, eh bien, ça vous donne les liens, un peu comme Google évidemment. Donc une autre fonctionnalité unique, c'est de rechercher des adresses par leur début. Donc ça, c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'avec les premiers caractères d'une adresse, normalement dans un bloc Explorer, il faut que ça soit une adresse unique, et à ce moment-là, ça vous donne l'adresse, disons, les détails sur l'adresse. Ici, ça va donner la liste des adresses correspondantes. Donc voilà l'exemple, un BTCF. Donc voilà, donc il y a 3 adresses qui correspondent à BTCF. La première étant celle, normalement ça devrait marcher. Voilà. Bon alors si c'est unique, donc c'est passé au point suivant. Si le match est unique, ça vous donne les informations sur l'adresse directement. Voilà. Alors il y a des restrictions là-dessus, il faut que l'adresse ait plus de 0,02 Bitcoin dessus et ça peut ne pas marcher avec certaines adresses de HD Wallet. Il vaut mieux que ce soit des adresses faites par Vanity. Alors les fonctionnalités futures, parce que c'est un produit qui est en constante évolution, il peut y avoir des développements futurs. D'abord la gestion des HD Wallet, donc en fait l'utilisateur va rentrer par exemple la clé étendue, Xpub, etc. Et le GoodChain va donner, va lister l'ensemble des adresses calculer toutes les adresses de la chaîne. Ça, c'est une fonctionnalité qui est prête, mais j'attends de mettre le HTTPS pour sécuriser, puisqu'il y a des secrets qui sont transmis normalement par Xpub. Donc il faut HTTPS, et là, il y aura cette fonctionnalité-là. Ensuite, on pourra rechercher une adresse par son montant. Au lieu de, là, on a vu par le début d'une adresse, par exemple, et bien on pourra dire je veux les adresses
qui ont par exemple entre 10 et 12 bitcoins, et ça listera toutes les adresses qui correspondent. Alors ensuite, quand on mettra dans les futures fonctionnalités, quand on mettra juste un temps, enfin une période de temps, ça pourra lister les blocs. Et ensuite, donc une fonctionnalité très demandée, c'est de rechercher les messages dans la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de transactions qui sont où il y a des commentaires de mise sur certaines transactions. Alors il y a deux systèmes, mais voilà, on espère rajouter cette fonctionnalité-là. Et puis également rajouter, de changer en fait là. On peut rechercher que par Bitcoin. On pourra rechercher par exemple en dollars, choisir sa monnaie en fait de recherche. Donc voilà, je suis sûr que les utilisateurs trouveront de nouvelles utilisations pour ce service. Peut-être même certaines utilisations que moi-même je ne pense pas, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités et c'est à chacun de trouver les siennes. Peut-être que certains, ça sera complètement inutile pour certains, mais je suis sûr que pour certains, ça sera très utile. Voilà, peut-être que vous avez des questions sur le sujet. Peut-être une. Est-ce qu'il sera possible éventuellement de chercher le temps d'inactivité, de dire par exemple, j'aimerais chercher toutes les adresses qui n'ont pas eu d'activité de transfert ou de réception depuis X temps? Pourquoi pas, on est ouvert à tout. Après, il faut toujours voir comment le faire techniquement. Pour l'instant, je ne vois pas, mais bon. Et si tu en vois l'utilité, ça veut dire que sans doute d'autres personnes auront l'utilité de ça, et on peut réfléchir là-dessus. Tu répliques la blockchain ou bien tu travailles avec des API à d'autres? Alors, un de mes principes, c'est que tout est centralisé dans mon serveur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers, il n'y a pas d'API externe, il n'y a rien. Si tous les autres Block Explorer, etc. sont morts, tous ceux qui font des API sont morts, ce service-là sera toujours actif. Est-ce que tu comptes permettre d'observer ce qui se passe sur Counterparty et ce genre de choses qui ont Bitcoin en sous-jacent? Alors effectivement, très récemment, Counterparty a annoncé qu'ils allaient remettre Ethereum sur Bitcoin. J'ai vu que les développeurs Bitcoin se réjouissaient de ça. C'est une chose effectivement sur laquelle on peut travailler. Il y a déjà après des blocs Explorer pour Counterparty, mais c'est vrai que c'est des choses intéressantes parce que aujourd'hui on parle beaucoup de contrats, de choses comme ça dans la blockchain. Voilà. Après, il y a aussi des services dédiés pour tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera dans l'avenir, mais oui, on réfléchit à tout ça. Donc Gochain, pour l'instant, se base sur la blockchain et c'est déjà un très bon début. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait assez pertinent, à la manière de Google en son temps, d'enrichir les données avec des métadonnées hors de la blockchain, telles que le Web of Trust, pour avoir des informations plus précises et qui émaneraient des utilisateurs eux-mêmes à propos des adresses, des transactions et de leurs relations? Tu veux dire, par exemple, en Web 2.0, que les gens taguent eux-mêmes des choses? Oui, tout à fait. Alors le problème de ça, c'est que ça ne serait pas dans la blockchain. Oui, c'est exactement ce que fait d'ailleurs blockchain.info. Les messages sur les transactions, tu peux taguer toi-même dans blockchain. Et autant mon service est centralisé parce qu'il y a un nœud Bitcoin qui tourne dedans, mais en fait ça reste un nœud Bitcoin, ça fait partie du réseau Bitcoin. Là, s'il y a des commentaires internes, ça devient des questions philosophiques. Là, je ne sais pas si... c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un site 2.0 où les gens apportent des choses, mais ce n'est pas l'esprit premier du système. Est-ce que la recherche de la blockchain n'est pas quand même un petit peu dangereux? Parce que justement, les puissances qui permettent à l'organisation en fait, de faire des algorithmes en fait, pour cibler d'ailleurs des adresses wallet. Alors, détecter une wallet intéressant à
écoute, c'est un outil, donc chacun s'en sert dans le but qu'il souhaite. Moi, je ne vais pas arrêter mon outil parce que quelqu'un a pensé à une utilisation malveillante. Bien sûr, non, la question c'était juste que, est-ce que par rapport à cet usage, il va avoir une authentification quand même du système utilisateur qui utilise cette blockchain? Alors, j'en parlais tout à l'heure avec... oui, j'en parlais tout à l'heure avec le HD Wallet. En disant que je ne l'ai pas activé, c'est prêt, mais c'est pas activé parce que à ce moment-là, tu échanges des secrets. Effectivement, dans la roadmap, vous avez je ne sais plus sur quelle page, mais sur le site, je ne sais plus si c'est dans About ou Support, il y a les évolutions futures, je ne les ai pas toutes listées, et le HTTPS en fait partie. Puisqu'effectivement, si toi, tu recherches ton adresse sur le site, aujourd'hui, ça passe en clair sur Internet, et demain, ça sera sécurisé, et donc il y aura plus ces problèmes. Enfin, je pense que c'était ça que je voulais dire. Après, sur l'utilisation, c'est autre chose. Ben, je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation, et merci à vous. Merci. Ben voilà, on a fait le tour, donc je voudrais qu'on remercie tous nos intervenants qui sont venus ce soir et qui ont partagé avec vous toutes leurs informations sur la régulation. Donc merci à eux. Merci à Jean-Michel d'avoir organisé le meet-up. Et maintenant, je vous invite à quelques apéritifs, rafraîchissements, un petit peu à manger. Voilà. Et je vais vous mettre à contribution quand vous vous levez. Est-ce que vous voulez bien replier les chaises, les mettre sur le côté, comme ça va faire un peu de la place pour tout le monde, et enfiler les autres, voilà, pour qu'on soit à l'aise. Merci.